On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'avenir des télévisions locales. C'était tout récemment le congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. La télé ici même y a participé. On reçoit aussi le président dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de la patriote de l'année 2014. 35 ans d'implication dans le mouvement et j'ai nommé Louise Taillon. Au moment où vous regardez cette entrevue, en ce vendredi 7 novembre, on est en train de célébrer la patriote de l'année dans la région. Il s'agit de Mme Louise Taillon, qu'on a le privilège de recevoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et félicitations à vous. Merci. Est-ce que vous l'avez vu venir? Non, pas du tout. Pas du tout. Même si je suis dans l'organisation depuis le tout début, depuis 81, jamais j'aurais imaginé que qu'il me nommerait le comité organisateur dont je fais partie, mais on m'a caché ça cette année. Comment on a réussi justement à vous cacher ça? Est-ce qu'il y a eu un doute à un certain moment? Je ne sais pas, Non. comme vous êtes impliqué dans le comité, est-ce que vous vous êtes dit on va bien choisir quelqu'un? Oui, c'est ça, mais je trouvais que ça retardait. Mais là, on m'a dit, oh, on a un nom. Mais là, on a fait notre première réunion, puis c'est là que je l'ai appris. Je trouvais ça prenait du temps cette année. Quelle est l'importance de ce prix qu'on appelle la Rose de la Rochelle, qui existe dans notre région depuis plusieurs 81. années, depuis 81. Il y a plusieurs noms, évidemment, qui ont été récipiendaires dans les dernières années. On les a tous reçus ici à l'émission. En quoi c'est important, ce prix-là, dans la communauté? Bien, c'est parce que surtout, c'est que ça s'adresse surtout aux gens, les gens ordinaires, si je peux dire comme ça, là, les gens ordinaires, des gens qui, à tous les jours, dans leur vie quotidienne, que ce soit au travers de leurs activités ou bien non, dans leur implication, que ce soit économique, sociale, ou, ça s'adresse surtout à ces gens-là. C'est ça que le prix, au début, quand il a été fait, c'était dans ce but-là. Alors, c'est pour ça que c'est important, parce que c'est beau des gens qui sont dans le devant de la scène, mais il y a plein de monde qui en font autant, mais plus discrètement. Pour vous, le patriotisme au Québec, en 2014, presque 2015 maintenant, ça s'inscrit de quelle façon? Ça s'exprime de quelle façon? Bien, pour moi, un patriote, tout simplement, là, c'est quelqu'un qui aime sa patrie, c'est-à-dire quelqu'un qui aime pour nous autres, qui aime le Québec, qui se sent bien au Québec et qui fait des actions pour que le Québec... non, pas... bon, c'est ça, qui aime le Québec, puis qui veut que le Québec avance, et puis qui a des idéaux qui se concrétisent, ou bien tout simplement... Ça peut être au niveau de la communauté, tout simplement, de la communauté, au niveau de la ville, même au niveau de son organisme, tout simplement. Mais c'est toujours, c'est que ça va toujours apporter, finalement, au bout, on est tous des Québécois. Pendant longtemps, puis c'est un peu selon aussi les aléas du débat public, parce que, bon, on le sait, au Québec, en 1976, avec l'arrivée du Parti québécois, il y a eu les 2 référendums et tout ça, la Société nationale des Québécois aussi qui s'en occupait pendant nombre d'années. Donc, il y a souvent eu des courbes un peu selon les aléas du débat politique. Là, on est actuellement dans, je dirais, une pause, disons, référendaire, même si l'idéal souverainiste est toujours... qui rejoint quand même une certaine portion de la population. Mais être patriote de l'année, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est le souverainiste de l'année. Il n'y a pas de lien comme tel entre les deux, là. Non, pas nécessairement. Non. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ont nécessairement travaillé juste pour la souveraineté. Non, c'est ça, c'est que c'est dans leur quotidien ou bien au niveau de leurs activités qui se sont illustrés ou qui ont fait quelque chose qui a fait avancer la cause, que ce soit, comme je disais tantôt, que ce soit la cause au niveau de leur organisme. Quelqu'un, par exemple, qui va travailler dans un organisme communautaire, c'est très important, mais ça finit que ça... Souvent, puis je me rappelle d'une entrevue que j'avais faite il y a plusieurs années avec Michel Chartrand. Et Michel Chartrand m'avait dit... Il dit, moi, ce que je crains un jour, c'est que, il dit, nous, les syndicalistes, tous les débats qu'on a faits, les gains qu'on a faits dans les années 60-70, que les nouvelles générations, dans le fond, prennent ça un peu pour acquis, puis ne se rappellent pas les batailles qu'on a livrées. Je regarde même au niveau des patriotes, quand on discute avec des gens, disons, relativement jeunes,
pour eux autres, le Québec moderne, c'est le Québec normal. Ils ne se rappellent pas que peut-être dans les années 40, 50, 60, les gens se battaient pour avoir des privilèges, qu'il y avait des entreprises qui étaient généralement dirigées par des anglophones, par des Canadiens anglais, et qui n'ont pas du tout le regard que nous, on a de cette époque-là. Est-ce que vous craignez, de quelle façon on peut transmettre ça aux générations qui suivent? Bien, c'est justement, c'est à travers des activités comme... C'est pour ça que la Société des Patriotes aussi a été fondée, parce que c'est pour me donner aussi de l'information, puis dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, je pense que c'est l'histoire du Québec. Hein. Les Patriotes, ça s'est passé. On a été une très longue période qu'on n'en parlait plus. C'était même honteux d'en parler. C'était une partie de l'histoire qui a été occultée pendant des années. Là, c'est revenu. Mais je pense que c'est un éternel... va toujours falloir se battre, va toujours falloir penser que c'est pas acquis, qu'il va falloir toujours continuer à... Que ce soit, bon, au niveau des Patriotes, à donner l'information, parce que, effectivement, les jeunes, à l'école, ils le voient très rapidement, je pense. Là. Disons que ça fait longtemps que j'ai plus d'enfants à l'école. Là. Mais c'est des... puis même à un moment donné, il y avait même été question qu'on balaye ça complètement du tapis. Cette semaine, ça m'a fait un peu sourire, tout le débat entourant le pont Champlain. Je suis convaincu que pour bien des gens, à Champlain, c'est un pont. Oui. Ça s'arrête là. Alors, je pense que les gens ont peut-être ont remémoré peut-être l'importance de Champlain dans l'histoire collective. En tout cas, c'est un autre débat. Oui. Parlez-nous de vous un peu, parce que, bon, oui, ça fait 35 ans que vous êtes impliqué, de près ou de loin avec la Société des Patriotes, mais la SNQ, je présume aussi, la Société nationale des Québécois. D'où vient ce désir d'implication dans ce type d'organisation? Bien, je pense que je l'ai toujours eu. Moi, premièrement, j'ai un diplôme en histoire. J'ai fait mon baccalauréat en histoire à l'Université de Montréal. Déjà, ça m'intéressait. Ça m'a toujours intéressé. Et quand c'est André Larochelle qui m'a engagée en 88 à la Société pour être coordonnatrice régionale des projets de la Fête nationale. Et là, c'était le début. Là, la dernière coordination que j'ai faite, je l'ai faite en 2012. Quand même. Oui. Pas longtemps. Là. Continuellement. Là. Et puis, mais c'est toujours un côté de... Moi, l'histoire, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours aimé ça. Puis, je ne pourrais même pas dire quand... mais ça que ça a toujours été dans ma vie. Alors, fait que c'est ça. J'ai commencé à travailler là. Puis, au fil des années... Au début, je faisais que la coordination des projets. Puis, à un moment donné, j'ai fait aussi plein d'autres choses, comme le concours d'histoire, le concours de français, les fêtes du drapeau, et plein d'autres dossiers comme ça qui me ramenaient toujours, que j'aimais parce que ça venait me chercher. La fête nationale et les festivités qui entourent la fête nationale, notamment ici, le 23-24 juin, et même, je me rappelle à l'époque, M. Larochelle se faisait toujours une fleur de dire que c'était probablement l'une des fêtes les plus importantes au Québec, là, toute proportion gardée. Il y a même des villes plus grosses que nous là, qui avaient des festivités peut-être un peu moins importantes. Donc, les festivités entourant la fête nationale ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça a toujours été quelque chose d'assez important, d'assez gros. Oui. Surtout depuis que c'est que le MNQ, à partir de 2000, a fait des fêtes régionales. Oui. Alors déjà, c'est une dimension qui était un peu plus haute, qui voulait justement attirer plus de monde d'une envergure régionale. Fait que, oui, c'est à ce moment-là, la fête à Saint-Jean a pris un peu plus d'envergure, parce qu'il ne faut pas, avec un peu plus d'argent, il ne faut pas se le cacher, l'argent, ça fait plus qu'aider un peu, c'est essentiel. Alors, oui, c'est sûr qu'à Saint-Jean, c'est toujours des belles fêtes. Avez-vous toujours une certaine fébrilité quand on approche du 24 juin, quand vous voyez ces rassemblements, l'école vient de finir, on est à l'approche des vacances, puis là, pendant une journée ou deux, on célèbre tous ensemble, les gens portent le drapeau. Avez-vous encore toujours cette même fébrilité quand on approche du 24 juin à chaque année? Oui, c'est la fierté. C'est l'occasion dans l'année de montrer notre fierté d'être Québécois. Oui, c'est quelque chose d'important. Puis
quand j'étais coordonnatrice, je côtoyais beaucoup de personnes qui étaient des organisateurs. Puis, j'avais autant des petites villes que des grandes villes, je veux dire, que des villages. Mais c'était l'importance pour les gens, la fête nationale, ils l'attendaient. Souvent, dans bien des cas, c'était même, des fois, c'était l'événement de l'année. Et les gens, ils avaient hâte que ça se passe. Et puis, les gens se rendaient sur les sites. La seule chose qui pouvait faire que ça marchait moins bien, c'était la température. Évidemment, la météo. Évidemment. Là, maintenant, donc, c'est à votre tour d'être la patriote de l'année. Donc, on célèbre vos 35 ans d'implication. C'est donc dire que toutes ces années, tout ce travail accompli a eu une importance aux yeux de vos pairs. Là. Oui, il faut croire. Donc, c'est une belle reconnaissance. Oui, 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 oui. Donc là, on vous célèbre en ce moment. Et c'est quoi? C'est au National, c'est bien ça? Oui. À l'Auberge nationale, parce qu'évidemment, cette émission est préenregistrée quelques jours à l'avance. Donc là, vous êtes en train d'être célébré au moment où l'on se parle au National, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour recevoir ce prix de Patriote de l'année. Donc, à nouveau, nos félicitations. Longue vie, encore impliqué aussi? Êtes-vous encore pas mal impliqué dans l'organisation? La Société des Patriotes, oui, toujours. Toujours? Oui. Ça va continuer? Ben oui, je l'espère. Tout à fait. Je l'espère. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des enjeux liés aux télévisions locales et régionales un peu partout au Québec, notamment ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Tout récemment, c'était le congrès annuel de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Deux invités pour nous en parler. D'abord, le président lui-même, Sylvain Casavant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Richard Escault, collègue, directeur général de la télé ici, Télé du Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Salut Eric, ça va bien? Oui, tout à fait. Donc, c'était à quel endroit le congrès? À Offord. C'était agréable? Au Chéribeau, oui. Heureusement, la température était avec nous. Un lieu très champêtre, ce qui faisait différent là, de tous les congrès qu'on avait faits précédemment à Québec. Voilà. Bon. Un succès sur toute la ligne, d'après les commentaires. C'est pas juste moi qui le dis, mais d'après tous les commentaires qu'on a reçus, parce qu'à la fin du congrès, on demande à nos gens de remplir un questionnaire s'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, moins apprécié. Et la grande majorité, je dirais, quasi unanime, ont apprécié qu'on est passé du Chéribourg, c'est-à-dire à Offord, plutôt qu'à Québec. Bon, la nouvelle ministre des Communications était sur place, Mme David. Oui. Vous l'avez rencontrée. Oui. Est-ce que c'était une occasion en même temps comment je dirais, d'exprimer un peu ce que c'est que la Fédération en tant que telle? Est-ce qu'elle le savait minimalement? Est-ce que c'est une occasion peut-être de... C'est-à-dire qu'elle connaît les associations de façon, je dirais, générale. Je ne peux pas malheureusement parler pour elle. Ce que nous, on a retenu, par exemple, de son intervention vendredi, c'est-à-dire que Mme David a un intérêt certain pour la culture et les communications. Parce que nous, on est davantage du côté des communications. D'une part, mais c'était aussi l'occasion pour la ministre d'annoncer, en fait, son plan stratégique numérique qui nous concernait, nous, les TCA, spécifiquement. Bon. Richard, Télévision du Richelieu, est-ce que c'était une première présence à ce congrès? Oui, c'est une première présence. C'était bien agréable. On a eu bien du fun. Je te dirais que c'est une belle expérience que je vais refaire encore. J'ai embarqué là-dedans. Donc, la Télévision du Richelieu est maintenant donc officiellement membre de cette association-là? Bien, depuis quelques mois.
depuis quelques mois, je dirais depuis le printemps. En fait. Bon, Richard, quelle est la raison pour laquelle la télévision d'ici, là, de Saint-Jean-sur-Richelieu, a joint les rangs de la Fédération? Bien, je trouve que la Fédération fait un bon travail au niveau de la représentation pour les TCA, bien évidemment. Il ne faut pas se leurrer. On était quand même... on est 43, hein, je pense, télévisions reconnues par la Fédération. Ouais. Qui sont membres reconnus, bien entendu. Ouais. Et puis, on était 26 votants. Délégués. On a eu l'Assemblée générale le samedi matin. D'ailleurs, Sylvain a été reconduit comme président pour un second mandat. Ils ont élu, lui est en élection, il y avait 2 autres personnes, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça a été un beau congrès, c'était intéressant. En même temps, de voir la façon qu'ils gèrent leur Assemblée générale. Il ne faut pas oublier qu'on était quand même une 60aine de personnes dans la salle. Mais pour répondre un peu à ta question et puis paraphraser Richard, il faut comprendre que TVHR, comme une autre, celle de Laval, était pas membre de la Fédération depuis plusieurs années, pour toutes sortes de raisons que vous connaissez peut-être mieux que moi. Sauf qu'avec la relance, c'est-à-dire que moi, présent à la Fédération, je tenais à avoir la majorité des TCA au sein de la Fédération pour les défendre, d'une part, mais pour créer une idée d'unité, en fait. Et c'est pour ça qu'avec la permanence, on a fait en sorte que TVHR puisse adhérer et être au sein de la Fédération. Bon, évidemment, c'est un domaine que vous connaissez bien. Richard est directeur ici depuis quoi, 25 ans à peu près, ou presque? Minimum. Minimum 25 ans. Sylvain, bon, en plus d'être président, mais tu es évidemment à la base directeur général de la télé de la Rive-Sud, qui est basée à Longueuil depuis quelques années aussi? Je dirais pareil, minimum 25 minimum ans. 25 ans. Je dirais 25 ans, 24 ans. Le portrait des télévisions communautaires autonomes a beaucoup changé, évolué depuis 25-30 ans. Parce que, plus que ça. Et plus que ça, parce que quand on remonte dans les années 70, le CRTC obligeait les câbleaux-distributeurs, qui étaient Vidéotron, Cogeco, qui avaient le monopole à l'époque, à avoir des télévisions locales. On les subventionnait, on les équipait, on les entretenait. C'était une obligation. C'était une obligation. Là, évidemment, il y a eu de la déréglementation au début des années 90. Le contexte a changé. Là, maintenant, il y a le virage HD que tout le monde souhaite. Tout le monde, aujourd'hui, a un terminal numérique à la maison. Or, les télévisions communautaires autonomes ne diffusent pas encore en mode HD. Pourquoi? Tout à fait. Pour des raisons, je dirais, encore là, je ne peux pas parler pour les fournisseurs, c'est-à-dire Cogeco, Vidéotron, en l'occurrence, et même, ultimement, Rogers, pour une partie du territoire du Québec, mais aussi pour l'Ontario au complet. C'est beaucoup, je dirais, ce que nous, la compréhension et le constat qu'on en fait, c'est beaucoup pour une raison technique, mais aussi, surtout, financière. Monétaire, oui. À ce niveau-là. Par contre, il y a une certaine obligation. Il faut retenir, et c'est sûr que les câbleaux, eux, sont moins friands à l'avouer et même à le dire, c'est-à-dire qu'il y a une certaine obligation. Et tout se dirige, tout ce qu'on pense, c'est-à-dire que tous les éléments qu'on a en main pour l'instant nous portent à croire qu'on se dirige vers, oui, à ce qu'on aboutisse sur le 609. Au 9 et au 609, comme c'est le cas ici pour les gens de la grande région de Saint-Jean, c'est-à-dire la chaîne 9, et aboutir au 609. Bon. Est-ce que les 43 télévisions communautaires autonomes du Québec sont prêtes à prendre le virage HD? Est-ce que demain matin, Vidéotron vous donne la permission de diffuser au 609, ou le CRTC l'oblige, ou un des deux, là? Est-ce que, ultimement, est-ce que les 43 TCA au Québec sont capables de diffuser en mode HD? C'est-à-dire que c'est pas... la question n'est pas sur le mode de diffusion et beaucoup sur le mode de production. Pour, mettons, détailler un peu ta question, c'est-à-dire, est-ce que les 43 télévisions communautaires qui sont membres de la Fédération, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 45 en tout, ou 46, je dirais que non, toutes nos TCA ne produisent pas en HD. Il y en a combien sur 43? C'est une grande question. Je dirais peut-être quoi, une trentaine, peut-être? Une trentaine, quand même. Une trentaine, oui. C'est-à-dire qu'à différents niveaux. Il faut comprendre, en termes de production, c'est à différents niveaux. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont, ce que nous, on appelle dans notre jargon, est-ce qu'ils sont full HD du début jusqu'à la fin? Ça, peut-être beaucoup moins. Mais beaucoup de nos membres TCA ont des éléments ou des, supposons, je pense, entre autres, ça commence beaucoup par ça, c'est-à-dire une caméra HD. Donc, pour répondre à ta question, comme en 2 volets, la production est une chose en HD et la diffusion en est une autre. Ce qu'il faut comprendre pour les gens à la maison, c'est-à-dire que la diffusion HD
ne dépend pas de la production HD. C'est-à-dire que le fournisseur, lui, peut nous mettre sur la chaîne 609, pour prendre un exemple ici, même si la TCA produit en SD. En signal numérique standard. Donc, c'est un mode de diffusion uniquement. Bon, Richard, donc 2 questions. La première, c'est nous, ici, Télévision du Haut-Richelieu, est-ce qu'on produit en HD? Et sous question, est-ce qu'on pourrait diffuser en HD? Oui, on produit en HD, puis on pourrait diffuser en HD. Il reste encore quelques petites, des petites finalités à faire, évidemment. Comme toi, ton émission de télé n'est pas full HD. Mais on a fait en jargon en télé, on fait du upscale. On est en 16:9. Notre serveur nous permet de diffuser en HD. Certaines émissions qu'on tourne, comme Sport Express, Culus Beta, sont full HD. Et qu'est-ce que ça prend pour être full HD? Des caméras. Et les caméras qu'on a ici, c'est quoi? C'est des caméras standards. C'est du 480, comme on pourrait dire. Nous, du SD. SD, oui, c'est ça. Nous autres, c'est 1920 par 1080. Donc, on peut faire du 16:9? Oui, mais avec à ces caméras-là, 480i. Là, alors que si on avait une caméra HD, on serait quoi? 1080i. Il y a plus de résolution, c'est Ouais, ça? tout à fait. C'est ça, dans le fond. Mais on pourrait diffuser en HD quand même. Oui, Pareil. tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours comprendre que pour faire la distinction entre les deux, c'est-à-dire la production HD et la diffusion HD, c'est-à-dire que pour les gens à la maison, c'est-à-dire que si la TCA, elle produit d'un bout du début jusqu'à la fin et diffuse aussi en HD, sur leur télé 42 pouces ou 46 pouces, ça sera plein écran. Et, admettons, c'est SD ici, supposons, ou même ailleurs, c'est-à-dire que l'écran, ils vont voir quelque chose sur le 42 pouces. L'image va juste être plus petite. Bon, Des bretelles Richard, chaque bord en haut. ça coûte combien une caméra HD? C'est environ, sans lentilles, c'est environ 30-35 000 chacune. Ça en prendrait 4, évidemment. Tout l'appareillage, c'est-à-dire la caméra et son appareillage. Une dépense de 100 000 et plus pour une corporation comme ici, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup de sous. Bon, ici, évidemment, on se finance en partie avec le Télébingo depuis près de 2 ans maintenant. Donc ça a été quand même un coût. C'est une chance qu'on est parti ce Télébingo-là. D'ailleurs, c'est Sylvain qui nous a aidé à démarrer le Télébingo au départ en février 2012. C'est lui qui avait parti le premier bingo là, à travers les chaînes de télé. Est-ce qu'il y en a beaucoup maintenant au Québec, Sylvain? Des télébingos dans on le est monde? encore là, je dirais 27. Nos calculs, là, j'y vais un peu mentalement, là, environ 27 qui se servent du télébingo comme source d'autofinancement. Pour les TCA, pour des organismes sans but lucratif, parce que des fois, les gens confondent. Et là, dans le fond, parce qu'en même temps, on le sait, le CRTC a fait une étude là, sur la télévision. Là, Parlons TV. Parlons TV. De consultation. Là, ultimement, il y a des câbleaux qui vont retourner en renouvellement de licence. Est-ce que c'est... Au plus tard en 2015 ou 2015. Est-ce que ça, c'est le moment où vous allez faire des représentations auprès du CRTC pour forcer les câbleaux à assumer les coûts des diffusions HD? C'est-à-dire qu'au-delà de la question financière, de les forcer à défrayer les coûts, c'est-à-dire qu'on va demander, et bien évidemment, à être au 609. Comme je le disais un peu tantôt, tout nous laisse à croire qu'on se dirige vers ça. Là, ce qu'on ne sait pas, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, bien évidemment, et eux vont se garder un peu pour définir un peu leur stratégie, c'est-à-dire à quel moment. Mais je peux rassurer les gens, c'est qu'on se dirige vers ça. Bon, autre question. Quand on regarde les radios communautaires, les radios communautaires font une demande au CRTC pour avoir une antenne, un permis, une fréquence. Et ils diffusent partout. C'est-à-dire sur un territoire? Bien, sur un territoire donné. Ouais. Dans le cas des télés, les télés sont associées, comme ici, exemple, c'est associé à Vidéotron. Dans d'autres cas, c'est Rogers, c'est Cogeco. Il y a même Bell qui essaie de se partir un réseau de télé communautaire. Est-ce que ça risque pas un peu de nuire? Est-ce qu'il y a de la place dans des marchés comme Saint-Jean-Longueuil pour avoir 2 ou 3 télés communautaires? Oui. Ultimement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une démarche commerciale ou une stratégie ou dans un plan d'affaires. C'est-à-dire que si, tout dépendant de la capacité ou de la communauté à supporter 2 TCA dans son même territoire, je prends l'exemple, le bel exemple qui me vient en tête, c'est celui de Laval, où là, il y a 2 TCA en place. Et ils fonctionnent, c'est-à-dire, par moments, ils fonctionnent bien, par d'autres moments, ils fonctionnent moins bien. Mais oui, ultimement, oui, parce que c'est la communauté, elle, qui va en tirer. Le seul problème, c'est que s'ils arrivent eux-mêmes avec un plan d'affaires, une stratégie d'affaires, où là, ils vont se concurrencer, et c'est là que on se trouve à décrocher du but ultime d'une télévision communautaire autonome, c'est-à-dire
d'être pour la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres changements à prévoir cette année ou à venir? C'est une grande question. Je dirais oui. Il y a C'est-à-dire des que là, il y a comme vous le disiez, comme tu le disais tantôt, le renouvellement de licence. Oui. Donc, tu parlais des caméras et des coûts quand même importants pour faire la migration vers le HD. Vidéotron devra se prononcer aussi sur l'aspect financier de nous supporter, d'une part, et le HD, parce qu'il va avoir une répercussion financière, c'est certain. Richard, dernière question. La télé du Richelieu maintenant a son propre local. On est propriétaire du 145 Richelieu. Oui. Il y a eu des travaux de façade cet été. Maintenant, les luminaires sont installés. Oui. Donc là, ce qu'on peut dire maintenant, c'est terminé, mission accomplie? Oui, je pense que oui. Là, on a passé l'été là-dedans, les travaux, tout la kit. On a installé nos belles lumières là, pas plus tard que la fin de semaine dernière. Je suis bien content. C'est bien le fun. Là, je pense qu'en tout cas, pour l'instant, pour la façade, on va passer à d'autres choses. On va aller vers l'arrière, puis faire... aménager ça. Ah non, c'est beau. Voilà. C'est très beau. Je dirais On est content. que nous, mon équipe et moi-même, on est un peu jaloux. Longueuil est jalouse de Saint-Jean. C'est bon, Ah, c'est ouais, ça. ouais, ouais. À vous deux, merci beaucoup. Ouais. Merci, Éric. Reste avec nous au retour, le Bavière quotidien. Si vous désirez voir le résultat de cette nouvelle maison des naissances du Centre de santé au Richelieu-Rouville, il y aura une porte ouverte qui va se tenir le dimanche 16 novembre de 14 à 16 heures. À ne pas oublier que c'est au 700 de la rue Martel à Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Et n'oubliez pas le Télébingo, tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Allez sur le site Internet de la télé pour en connaître la liste. À demain. Bye-bye.